Bonjour à tous, c'est Serge de Lipfine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la location nue parce que c'est peut-être la stratégie qui est la plus simple pour commencer dans l'investissement immobilier. Alors cette vidéo, elle est dédiée aux débutants et aux personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'investissement immobilier. Donc avant de commencer à parler de la location nue, vous trouverez en description pas mal de ressources gratuites pour commencer votre formation à l'investissement immobilier. Donc le lien est en description. Allez-y, c'est gratuit. À la fin de cette vidéo, vous en saurez plus sur la location nue. Vous connaîtrez les choses sur la fiscalité, vous connaîtrez la définition, les avantages et les inconvénients et les particularités. Alors, qu'est-ce que la location nue? La location nue, c'est un type de location, un mode d'exploitation en fait de votre bien immobilier. Et on l'oppose à la location meublée parce que en fait, dans la location meublée, vous allez y fournir des meubles, alors que dans la location nue, vous ne fournissez pas de meubles. Autrement aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que le locataire ne peut pas vivre dans votre appartement, dans votre bien immobilier, s'il n'amène pas ses propres meubles. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas présenter un appartement, enfin en tout cas un bien qui est totalement vide. Vous devez quand même avoir une liste d'équipements minimum. Donc le minimum syndical à avoir pour louer votre bien en location nue, c'est d'avoir des sanitaires, donc des toilettes et puis un espace douche. Alors, si c'est pas aussi beau que sur la photo, c'est pas grave, mais vous avez compris l'idée. Vous devez avoir ensuite un accès à l'eau potable et un coin cuisine avec un évier, un système de chauffage et vous devez avoir aussi un réseau électrique pour pouvoir brancher les différents appareils. Donc la location nue, elle va aussi se définir à travers le bail. Donc le bail, pour rappel, c'est un contrat qui est signé entre vous, propriétaire bailleur, et votre locataire. Et ce contrat, il va définir les différentes conditions de la location. Donc dans la location nue, la durée minimale du bail, elle est de 3 ans. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord que vous, en tant que propriétaire bailleur, vous ne pouvez pas donner congé à votre locataire n'importe comment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain à votre locataire de partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez donner congé à votre locataire qu'uniquement à l'échéance du bail, donc au bout des 3 ans. Ou si vous voulez vendre votre appartement et si vous voulez y habiter. Quant à lui, le locataire, il peut partir quand il veut, entre guillemets, seulement il doit respecter un préavis d'1 mois. Concernant le dépôt de garantie, il y a aussi des particularités sur la location nue par rapport à la location meublée. Pour rappel, le dépôt de garantie, c'est une somme que vous allez encaisser en tant que propriétaire à la signature du bail et qui va servir à couvrir d'éventuelles dégradations et ou d'éventuels loyers impayés lorsque le locataire rendra l'appartement. Et cette somme, donc je répète, elle est encaissée, vous avez le droit de l'encaisser, et elle est équivalente à 1 mois de loyer hors charge. Donc maintenant, je vais vous parler de la fiscalité. Alors c'est un point important, c'est un point qui peut faire souvent peur et sur lequel on s'attarde beaucoup, mais je vais essayer de le simplifier au maximum. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Mais juste avant de vous parler de la fiscalité, si jusqu'à là vous avez appris des choses et la vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Ça permet de faire grandir cette chaîne, de la faire connaître à un maximum de personnes et donc d'aider un maximum de personnes. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les revenus que vous allez générer avec votre location nue, donc on va appeler ça des revenus locatifs, mais plus précisément on appelle ça des revenus fonciers. Et vous voyez à l'écran là que j'ai pris une photo d'un avis d'imposition. Et donc les revenus fonciers, c'est ce qui est au niveau de la flèche, donc revenus fonciers nets. Et ces revenus fonciers vont faire partie de votre revenu global. Donc ils vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est très important à savoir. Une fois que vous savez ça, pour déclarer vos impôts et notamment vos impôts fonciers, vous allez avoir 2 modes de calcul ou 2 régimes fiscaux pour le faire. Le premier régime fiscal, c'est le régime microfoncier et le deuxième régime fiscal, c'est le régime réel. Qu'est-ce que le régime microfoncier? C'est le régime fiscal, à mon sens, qui est le plus simple, tout simplement parce que vous n'avez pas grand-chose à faire en termes de déclaration. Vous aurez juste à déclarer le montant de vos loyers hors charge et en fait, ce sera à peu près tout. Alors, ce régime, il vous est attribué par défaut et il vous est attribué si vous avez un montant de loyer hors charge, bien sûr, qui est inférieur à 15 000 euros. Je rappelle juste, peut-être une évidence, mais on déclare bien son impôt sur l'année. Donc, c'est bien la somme des loyers annuels. Et donc, qu'est-ce qui va permettre ce régime? Il va vous permettre un abattement forfaitaire de 30%. Ça veut dire quoi?
je vous mets un petit exemple. Ça veut dire que vous déclarez, imaginons, une somme de loyer de 10 000 euros hors charge, encore une fois. Donc, je ne vais pas le redire dans la vidéo, mais ce sera toujours hors charge. Donc, 10 000 euros de loyer hors charge sur l'année. Donc, sur l'année écoulée, parce qu'on déclare ces impôts de l'année dernière, sur les revenus de l'année dernière. Et donc, plutôt que d'être imposé sur vos 10 000 euros de revenus fonciers, vous allez être imposé sur un montant de 10 000 euros moins 30%, donc soit 7 000 euros. Et comme évoqué tout à l'heure, ces 7 000 euros, eh bien, ils vont venir s'ajouter à votre revenu global. Donc vous voyez, le calcul est assez simple, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous prenez vos montants de loyer et on vous applique 30% d'abattement. Alors, pourquoi 30%? Parce qu'on estime que quand vous louez un logement en nu, eh ben, le montant de vos charges est égal à environ 30% de vos recettes. C'est une estimation. Le deuxième type de régime, c'est le régime donc réel. Et là, ça va être assez différent. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez faire ce choix, quand vous allez choisir ce type de régime, parce que vous pouvez le choisir également, même si vos loyers sont inférieurs à 15 000 euros annuels, ce choix sera valable pour 3 ans. Et vous ne pouvez pas changer en cours de route. Donc ça, c'est important à savoir. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que vous passerez automatiquement sur ce type de régime si vos loyers sont supérieurs à 15 000 euros. Donc là, le mode de calcul de l'imposition, il n'est pas du tout le même. Ce n'est pas un abattement forfaitaire de 30%, mais c'est que vous allez pouvoir, plutôt que déduire seulement 30%, vous allez pouvoir déduire le montant de vos charges. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas déduire toutes les charges. Je vais vous citer juste après les différentes charges que vous pouvez déduire. Néanmoins, il y a énormément de charges quand même que vous pouvez faire, que vous pouvez déduire, et ça, c'est plutôt intéressant. Je pense que vous l'avez compris, plus vous avez de charges, plus vous allez pouvoir réduire votre impôt. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, quelles sont les charges que vous pouvez déduire dans le cadre d'une location nue déclarée au régime réel? Vous avez tout d'abord tout ce qui est frais de gestion, donc frais d'agence. Donc, frais d'agence, c'est si vous délayez la gestion, etc. à votre agence, vous pouvez déduire le montant des frais qui vous prélèvent mensuellement. Les frais éventuellement de gardiennage. Vous pouvez déduire les primes d'assurance, donc assurance P&O propriétaire non occupant, parce que en tant que propriétaire bailleur, vous devez assurer votre logement. GLI, c'est garantie de loyer impayé. Donc, si vous payez une garantie de loyer impayé, vous pouvez aussi déduire la prime, donc la somme que vous payez par mois, et votre assurance de crédit. Si votre bien est loué en copropriété, ce qui est le cas pour pas mal de biens, vous pouvez déduire les provisions pour charges. Vous pouvez déduire également la taxe foncière, mais en enlevant la taxe d'ordure ménagère, parce que la taxe d'ordure ménagère, c'est une taxe qui est récupérable. Donc, c'est-à-dire que quand vous recevez votre avis de taxe foncière, quand vous faites la régularisation des charges, vous pouvez demander à votre locataire qui vous paye cette taxe d'ordure ménagère. Donc, vous n'allez pas à la fois la récupérer en fonds propres et à la fois la déduire de vos revenus fonciers. Et enfin, vous pouvez déduire vos intérêts d'emprunt si bien sûr vous avez opté pour acheter votre bien avec un emprunt. Mais il faut savoir que les intérêts d'emprunt seront uniquement déductibles des revenus fonciers. Bon, cette information, gardez-la dans le coin de votre tête. Pour l'instant, elle n'est pas utile, mais elle sera utile juste après. Alors, juste petite parenthèse, si vous découvrez ma chaîne ou si vous découvrez l'immobilier, je rappelle que la force de l'immobilier, c'est l'effet de levier. C'est le fait de pouvoir acheter un bien qui va vous rapporter de l'argent maintenant et aussi plus tard quand vous allez le revendre, il va prendre de la valeur. C'est d'acheter donc ce bien, cet actif qui vous rapporte de l'argent, encore une fois, mais avec de l'argent qui ne vous appartient pas, avec l'argent de la banque. Et je refais une parenthèse au centre de la parenthèse. Peut-être que vous avez entendu aux infos ou par différents médias que aujourd'hui les taux d'intérêt augmentent, que les conditions d'obtention de prêts sont plus compliquées qu'auparavant, etc. Je suis d'accord, mais il n'empêche qu'il faut aller un peu plus loin, il faut prendre du recul par rapport à ça. C'est un des seuls investissements, et si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être même le seul investissement aujourd'hui que vous pouvez faire sans avoir la totalité de l'argent nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens se concentrent sur le fait que les taux d'intérêt augmentent,
Mais en fait, ils se concentrent sur ça, ils utilisent ça comme excuse pour ne pas investir, comme prétexte. Mais après, c'est tant pis pour eux. Mais réfléchissez au fait que vous pouvez générer de l'argent tous les mois, donc vous pourrez générer du cash flow sur vos biens immobiliers, vous pouvez générer une plus-value à la revente, mais avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort et que je répète souvent. D'ailleurs, vous verrez en fiche, je vous mettrai une vidéo où j'explique ce sujet plus en détail, j'explique l'investissement locatif, mais vraiment, c'est pour ça que moi, je pousse les gens et j'encourage les gens à investir dans l'immobilier parce que c'est une des forces de l'immobilier, c'est que voilà, vous n'avez certes aujourd'hui il peut être plus difficile de faire un emprunt à 110%, c'est-à-dire en ne mettant vraiment aucun apport, en ne mettant rien de votre poche, mais vous pouvez quand même acheter un bien en mettant, je sais pas, peut-être 10% d'apport, mais tout le reste il est financé quoi. Et ça c'est quelque chose qui est très fort. Bref, fin de la parenthèse. Donc j'ai parlé donc des différentes charges que vous pouvez déduire et le dernier type de charge que vous pouvez déduire, et ça c'est la charge la plus importante, c'est pour ça que j'ai fait une slide qui est dédiée à ça, c'est les travaux. Ce sont les travaux. Et alors, bien sûr, comme toute règle, il y a une exception, vous ne pouvez pas déduire tous les types de travaux, vous ne pouvez pas déduire les travaux d'agrandissement, de construction, de reconstruction, mais vous pouvez donc déduire les travaux d'amélioration, d'entretien, donc tout ce qui est, on va dire, rénovation, rafraîchissement, etc. Et ça, c'est là que le régime réel, enfin la location nue et au régime réel est importante et pertinente. C'est que globalement, si vous faites beaucoup de travaux, ça va devenir intéressant. Bien évidemment, pour toutes les charges à déduire, je ne l'ai pas écrit mais j'y pense maintenant, vous devez bien sûr conserver tous les justificatifs. Et quand je dis justificatifs, ce sont des factures. Donc ça peut être les factures des matériaux, ça peut être les factures de prestations de services, des artisans qui peignent vos murs, etc. Vous devez avoir les factures et les factures doivent être bien sûr à l'adresse du chantier, enfin à l'adresse du bien que vous louez. Ça c'est très important, donc vous devez avoir cette entre guillemets cette rigueur de bien tout conserver. Pareil hein, pour tout ce qui est prime d'assurance, etc. En général, les organismes en question, donc les assurances, vous envoient en fin d'année un récapitulatif de ce que vous avez payé. C'est pareil pour les intérêts d'emprunt, mais il ne faut pas hésiter à les demander si ce n'est pas le cas, parce que parfois ils ne le font pas ou ils le font trop tard. Donc vous avez besoin de ces documents et c'est toujours bien d'avoir un document officiel pour avoir le bon montant et aussi d'un autre côté de vérifier par vous-même. Alors, quel est l'impact sur l'imposition maintenant qu'on a parlé du régime réel? Donc on a dit que par rapport au microfoncier, c'était seulement 30% d'abattement. Là, vous pouvez déduire toutes les charges que j'ai citées tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant avec ce régime réel, c'est que vous allez pouvoir réduire vos impôts fonciers à zéro. Parce que si on reprend l'exemple du microfoncier, comme vous n'enlevez que 30%, vous n'allez jamais être à zéro. Il va toujours avoir une petite partie de revenu foncier qui va rester et encore une fois qui va s'ajouter à votre revenu global et donc qui risque de faire augmenter votre impôt. Donc sur ce régime réel, vous pouvez réduire vos impôts fonciers à zéro et ça, c'est génial. Parce que n'oubliez pas que tout argent que vous faites est, entre guillemets, toujours potentiellement assujetti à l'imposition. Donc là, vous pouvez, entre guillemets, faire de l'argent avec vos loyers, mais ne pas payer d'impôts dessus. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, si vous réduisez vos impôts fonciers à zéro, vous pouvez annuler l'impact de votre revenu foncier sur le revenu global. Donc ça, c'est important. C'est ce que je dis tout à l'heure. Vous gagnez de l'argent, mais vous ne payez pas plus d'impôts par rapport à ça. Et l'autre point, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis 2 petits pouces en l'air, c'est que vous pouvez réduire votre impôt sur le revenu. Et donc là, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la défiscalisation. Alors c'est un grand mot, mais bon, en gros, ça veut dire que vous allez pouvoir réduire votre impôt sur le revenu plutôt que de l'augmenter. Et ça c'est plutôt intéressant. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais bien sûr, ça va se faire sous certaines conditions. Alors, comment on va calculer du coup cet impôt sur le revenu et cet impôt foncier et le résultat de la déduction des charges? Donc, on a vu tout à l'heure, hein, je répète pour comparer, un microfoncier, c'est le montant de vos recettes, le montant de vos loyers, et vous enlevez 30%. Aussi simple que ça. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous prenez votre revenu foncier et vous allez retirer toutes les charges. Si cette somme est supérieure à 0, vous allez faire ce qu'on appelle un bénéfice foncier. Donc, c'est-à-dire qu'il va rester de l'argent imposable en revenu foncier. Et donc, comme
le microfoncier, là, vous allez prendre cette somme, vous allez la reporter à votre revenu global. Donc là, bon, c'est pas la meilleure situation possible. Et donc, deuxième possibilité, c'est quand le revenu foncier moins la somme des charges est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que votre charge, le montant de vos charges est supérieur à votre revenu foncier. Et là, ça devient intéressant parce que vous allez faire ce qu'on appelle du déficit foncier. Et vous allez voir, il y a plusieurs conséquences. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça parce que ça peut paraître un peu flou avec des chiffres concrètement. Donc là, on va prendre l'exemple du bénéfice foncier. Donc, on prend l'exemple que vous avez généré 10 000 euros de loyer, encore une fois hors charge, sur l'année, et vous avez un ensemble de charges qui est égal à 5 000 euros. Donc, vous êtes au régime réel. Donc, je répète que vous déduisez vos charges. Donc, bien sûr, on considère que les charges à l'intérieur sont des charges déductibles que j'ai citées tout à l'heure. Donc, on fait 10 000 euros moins 5 000 euros, il reste 5 000 euros. Et donc, vous faites 5 000 euros de déficit foncier, et ces 5 000 euros vont venir s'ajouter à votre revenu global. Ça, c'est le premier cas qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, bon, rien de spécifique à dire par rapport à ça. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Deuxième cas, on va parler de déficit foncier, et là, ça devient un peu plus intéressant. Vous avez toujours le même revenu foncier de 10 000 euros par an, mais vous avez un peu plus de charges. Vous avez 30 000 euros de charges, dont 5 000 euros d'intérêt, parce que, je ne sais pas, cette fois-ci, vous faites beaucoup plus de travaux. Et c'est souvent le montant de charge qui est le plus élevé, ce sont les travaux. Et donc, je précise bien qu'on a 5 000 euros d'intérêt. Pour calculer votre bénéfice ou déficit foncier, vous allez donc prendre votre revenu foncier de 10 000 euros et vous allez retirer d'abord les intérêts d'intérêt. Parce que les intérêts, j'ai dit quoi? Oui, les intérêts d'intérêt, les intérêts d'emprunt. Donc, vous prenez d'abord les 5 000 euros que vous déduisez de vos revenus fonciers. Parce que les intérêts d'emprunt sont uniquement déductibles des revenus fonciers. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on commence toujours par déduire les intérêts d'emprunt. Donc vous faites 10 000 moins 5 000, ça vous fait 5 000 euros entre guillemets, de revenus fonciers qui restent. Et comme vous n'êtes pas à zéro, et vous allez ensuite déduire le reste des charges. Donc le reste des charges, c'est 25 000 euros parce qu'on a enlevé 5 000 euros des 30 000. Donc vous faites 5 000 moins 25 000 et ça fait moins 20 000 euros. Donc vous avez 20 000 euros de déficit foncier. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc, sur les 20 000 euros de déficit foncier que vous avez fait, vous allez pouvoir imputer 10 700 euros à votre revenu global. Donc, plutôt que d'ajouter, comme le microfoncier ou comme le cas de tout à l'heure, vous avez un bénéfice foncier, vous allez retirer 10 700 euros sur la somme des choses qui vous sont imposables au revenu global. Et ça, c'est hyper intéressant parce que là, clairement, vous réduisez votre impôt. Et ça, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime. Et le reste des 20 000 euros, donc vous faites 20 000 euros moins 10 700, il vous reste 9 300 euros. Et bien, ces 9 300 euros, donc comme vous ne pouvez imputer que 10 700 euros sur votre revenu global, vous allez les imputer sur votre revenu foncier, sur vos revenus fonciers, pardon, et ça pendant 10 ans. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez au moins 9 300 euros à mettre en moins sur vos futurs loyers. Donc si on se dit que l'année prochaine, vous faites 10 000 euros de revenus fonciers, et puis bien sûr, vous allez avoir toutes les autres charges qui vont être là. Vous aurez toujours vos intérêts d'emprunt, vos primes d'assurance, etc. Et bien, vous pouvez être quasiment sûr que l'année prochaine, l'année d'après, vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus fonciers, puisque vous allez avoir 9 300 euros, plus, encore une fois, les frais d'intérêt, les intérêts à déduire, les primes d'assurance, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, vous voyez, c'est comme ça, en fait, on réduit non seulement son impôt foncier, mais aussi qu'on va pouvoir réduire son impôt sur le revenu. Alors, juste avant de passer aux avantages, je reviens sur le cas de bénéfice foncier. Il faut quand même, le régime réel, encore une fois, est intéressant si vous avez des charges, si vous avez beaucoup de charges. Et ça, il faut faire le calcul parce que il faut faire le calcul sur 3 ans. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le régime microfoncier retirait donc 30% d'abattement. Mais si on prend cet exemple-là que vous avez à l'écran, où vous n'avez que 5 000 euros de charge, là, vous regardez que ça reste intéressant parce que en microfoncier, vous rajoutiez 7 000 euros et là, vous rajoutez que 5 000 euros. Mais imaginons que vous n'avez que 1 000 euros de charge, par exemple.
le micro-foncier serait plus intéressant parce que là, en retirant seulement 1 000 € de charge, vous rajouteriez 9 000 € au lieu des 7 000. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de vérifier. Le régime réel est intéressant si vous avez beaucoup de charges. Encore une fois, moi ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions vraiment sur votre fiscalité, adressez-vous à des professionnels, un expert comptable, un notaire éventuellement, voilà, quelqu'un qui saura vous conseiller sur ce qu'il faut faire par rapport à votre situation. Du coup, si on récapitule un peu et si on parle un peu des avantages du coup de la location nue. Le premier avantage que moi j'y vois, c'est que il faut savoir que donc les locataires en location nue restent en moyenne 3 ans, contrairement à une personne en location meublée, donc meublée longue durée, qui va rester 1 an. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir moins de rotation, donc il va y avoir moins de locataires qui vont partir et rentrer. Ce qui va faire que vous allez perdre moins de temps. Perdre moins de temps à chercher un locataire, perdre moins de temps à faire l'état des lieux, à faire des visites. Même si vous déléguez ces tâches à une agence ou à quelqu'un d'autre, la personne, vous allez quand même avoir des échanges avec elle. Donc, vous allez perdre moins de temps et donc vous allez, on va dire, économiser de l'argent. Parce que n'oubliez pas que, le temps, c'est de l'argent. Et 2, si vous passez par une agence, l'agence va vous facturer à chaque fois l'état des lieux, etc. Donc, vous économisez de l'argent en ayant moins de rotation. Et au-delà de ça aussi, je ne l'ai pas écrit, mais je le dis, c'est que ce qui est très important, c'est que vous allez être beaucoup plus serein. Et ça, c'est peut-être le meilleur avantage parce que, encore une fois, on fait de l'immobilier pour générer de l'argent, pour générer du cash flow, du patrimoine, préparer sa retraite, pour plein de choses. Mais on ne fait pas de l'investissement immobilier pour se causer du souci et pour que ça vous, entre guillemets, bouffe la vie. Ce n'est pas le but. Si c'est ça, effectivement, ce n'est pas intéressant. D'où l'intérêt, je le dis et je redis, de vous former de manière réelle et sérieuse avant de vous lancer dans l'investissement immobilier. Le deuxième avantage que j'y vois, c'est que dans la location nue, par définition, vous n'avez pas de meubles. Et quand vous avez des meubles, vous devez entretenir ces meubles, c'est-à-dire que d'un locataire à l'autre, il peut avoir des dégradations, donc vous allez devoir les entretenir, les remplacer éventuellement. Vous n'avez pas de meubles à acheter, donc ça aussi c'est de l'argent en moins que vous allez dépenser ou que vous allez vous faire financer. Et aussi accessoirement, vous n'avez pas de montage de meubles à faire. Encore une fois, bien sûr, vous pouvez déléguer cette tâche, mais c'est toujours ça de moins à penser et à faire et à gérer. Par extension au fait que le locataire va rester plus longtemps, c'est que donc en général, une personne qui va en location nue, donc on le disait, elle va ramener ses meubles, donc ça va être un peu sa résidence principale, ça va être un peu son chez lui. Et comme la personne va rester plus longtemps, potentiellement, elle va prendre plus soin du logement parce que, encore une fois, ce seront ses meubles et puis la personne va y vivre longtemps. Donc ça, c'est aussi bien pour vous parce que n'oubliez pas que l'appartement, enfin le logement que vous louez reste votre propriété et ça reste à vous quand même. Les travaux vous incomberont quand même si vous pouvez imputer une partie des travaux à votre locataire, ce sera à la limite du dépôt de garantie qu'il vous aura déposé. Et dernier avantage par rapport à la location meublée, c'est que vous ne payez pas de CFE, donc de cotisation foncière des entreprises, parce que quand vous faites du meublé, vous êtes considéré comme, entre guillemets, un professionnel et donc vous pouvez payer cette taxe. Voilà un peu pour les avantages de la location nue, à mon sens. Les inconvénients, c'est que par rapport à une location meublée, vous allez... Alors, par rapport à une location meublée, encore une fois, à ville équivalente, à surface équivalente, etc., si on prend 2 appartements identiques, vous allez pratiquer un loyer moins élevé sur une location nue que sur une location meublée, parce que tout simplement par le fait qu'une location meublée, vous fournissez des services supplémentaires, vous fournissez des choses supplémentaires, et c'est censé faciliter la vie à votre locataire, donc le loyer en meublé sera plus cher. Et il faut faire attention donc à la fiscalité, donc on en a longuement parlé tout à l'heure. Encore une fois, attention à la location nue dans le sens où vous pouvez effectivement réduire votre impôt sur le revenu, et ça c'est très bien, mais vous pouvez aussi le gonfler si vous ne faites pas les bons choix et si vous ne réfléchissez pas assez à l'avance. Donc attention à ça, à ne pas vous faire avoir sur les impôts, et au final que l'argent que vous avez généré, ce fameux cash flow, en final, ne soit mangé par votre imposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très simple sur la location nue. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Insta, où je publie d'autres contenus sur l'investissement immobilier, sur le développement perso et sur l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une bonne journée
et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.